Bien, ça me fait un très grand plaisir d'être avec vous ce matin, donc, pour parler du nouveau management public de l'Université québécoise. Quelle influence? D'abord, une première proposition en introduction, je commence toujours par ça, le questionnement de Lasswell. Qui dit quoi à qui, pourquoi et comment? Le qui demeure relativement constant au travers des différentes présentations. C'est le dit quoi à qui, pourquoi et comment qui varie. Donc, on va traiter ici des grandes idées d'université. Je vais commencer avec les trois mondes de Mittelstrauss. Les modèles d'université, les théories de la nouvelle production des connaissances aussi, qu'on a vu un petit peu hier au travers d'une présentation. Je vais y aller assez rapidement de ce côté-là. Pour parler également du nouveau management public, donc les trois légitimités de Max Weber, les modèles d'administration publique, les déclinaisons aussi du nouveau management public, pour finalement poser la question, quelle est l'influence du nouveau management public actuellement sur l'université? Donc, qui politologue, donc formé en sciences politiques, des études relativement classiques en sciences politiques, avec une formation au doctorat qui était orientée à ce moment-là vers l'administration et les politiques scolaires à l'Université Laval, où j'ai eu l'occasion à ce moment-là de véritablement travailler sur l'enseignement supérieur, avec une théorie, différentes théories d'analyse des politiques qui considéraient les référentiels, les dynamiques des politiques publiques, de l'organisation de la recherche universitaire, sur un temps relativement long au Québec, mais à partir de 1960 principalement, pour être en mesure de mieux apprécier les continuités, les ruptures également. Praticien en gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est là que j'ai pris l'essentiel de mon expérience. Quand même 25 ans d'expérience en gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Université Laval, dans le réseau de l'Université du Québec aussi, où j'ai contribué et accompagné plusieurs professeurs dans la structuration des activités de recherche, mais également dans la création d'un certain nombre de programmes réseau, dont je garde une grande fierté du réseau de l'Université du Québec. Donc, quelques programmes dont j'ai accompagné les professeurs qui souhaitaient collaborer dans le contexte de ces programmes de cycle supérieur-là. Également à l'ENAP, où j'ai travaillé de ce qu'on pourrait appeler un bureau de la recherche à ce moment-là. Ça n'existait pas comme tel, mais principalement sur des activités de recherche. Je ne croyais pas que c'était possible de devenir professeur d'université à 49 ans, mais j'en suis l'incarnation. Donc, c'est toujours possible. Après une carrière de 25 ans, j'ai pu, en quelque sorte, me ressourcer en devenant professeur d'université. C'est une job que j'adore, que j'exerce depuis 2007 dans le contexte principalement d'un programme de formation des cadres en administration scolaire, mais aussi à maîtrise doctorat en sciences d'éducation, développement régional, et chercheur dans le contexte de différents chantiers, notamment celui de l'analyse des politiques de l'enseignement supérieur, qui concerne un peu ce que je vais vous dire aussi ce matin. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais présenter les idées d'université qui ont mené à la tension actuelle qu'on observe entre l'université de service public et l'université entrepreneuriale, puis présenter également le concept de nouveau management public et repérer en quelque sorte dans l'université actuelle les influences de la culture du nouveau management public sur ses pratiques de gestion. Donc, le nouveau management public s'est imposé dans l'ensemble du réseau scolaire québécois de façon juridique. La loi sur l'administration publique de 2000, différentes modifications aussi à la loi sur l'instruction publique en 2002, en 2008, qui fait en sorte que les gens du réseau scolaire québécois, primaire, secondaire, donc, sont tenus de pratiquer la gestion axée sur les résultats, qui est une composante du nouveau management public. Ce n'est pas le cas à l'université, mais en même temps, c'est une culture qui est quand même très, très importante. Donc, mon auditoire, bien sûr, c'est vous. Donc, dans le contexte du colloque que j'ai eu le bonheur de co-organiser avec 3 collègues, je disais tout le bonheur que j'avais eu, notamment cette année, à rencontrer mes 4 autres collègues, en fait, quand on collaborait sur ce projet-là, qui nous donnait l'occasion, en fait, de parler un peu d'organisation du colloque et aussi beaucoup de questions autour de l'enseignement supérieur et de l'actualité en enseignement supérieur. Donc, mon point de vue, c'est inspiré de la science politique. Je suis politologue, ça puise à différentes disciplines pour étudier le pouvoir. Une des premières choses qu'on voit, peut-être, c'est les distinctions entre la politique, la politique comme lieu où s'affrontent les acteurs pour la conquête du pouvoir, le politique aussi, qui fait référence à ceux et celles qui exercent le pouvoir dans la cité, donc la cité, polis en grec, et les politiques aussi comme programme d'action. Des programmes d'action inspirés par des valeurs, par des normes, par des idées. Donc, des programmes d'action mis en œuvre pour créer de l'ordre dans un secteur de la société. C'est ce troisième aspect-là qui m'intéresse, puis je m'inspire principalement de ce qu'on appelle l'approche cognitive et normative d'analyse des politiques, qui insiste particulièrement sur la dimension des idées,
pour rendre compte de l'action publique. Mais en même temps, je m'inspire aussi de ce qu'on pourrait appeler la gouvernétique, un peu à la manière de Vincent Lemieux, qui a déjà été mon professeur et dont je conserve des souvenirs impérissables, inoubliables. C'est quelqu'un d'absolument fantastique, qui a travaillé surtout autour des théories de l'action, le jeu des acteurs, donc autour de ce qu'on pourrait appeler la dynamique des acteurs. Là. Donc, je m'inspire aussi de façon complémentaire de cette approche-là, qu'on pourrait qualifier de gouvernétique, notamment. L'approche normative, cognitive et normative d'analyse des politiques, ça repose sur un postulat selon lequel les politiques publiques sont le fruit d'interactions sociales qui donnent lieu à la production d'idées, de représentations, de valeurs communes. Les politiques sont liées à un référentiel, soit une vision du monde en quelque sorte. On pourrait utiliser le terme paradigme sociétal aussi, parce que ça s'inspire beaucoup aussi des travaux de Thomas Kuhn autour de la notion de paradigme au début des années 60. Donc, on pourrait parler à ce moment-là d'un paradigme sociétal. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Pierre Muller. Pierre Muller, dont la photo est ici, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à l'UQAM notamment, où je ne savais même pas qu'il était invité. À un moment donné, je me suis promené dans les couloirs, puis j'ai vu qu'on annonçait une conférence où on a eu l'occasion, il y avait une douzaine de personnes notamment qui s'intéressaient au développement régional, puis il est venu nous parler toute une après-midi de son approche théorique. Donc, quelqu'un de très inspirant aussi. Son approche cognitive et normative, ça mise donc sur le référentiel qui articule 4 niveaux pour percevoir le monde. D'abord, les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui oriente l'action, les grandes valeurs fondamentales. Les normes, au sens de ce qui doit être. Les algorithmes, c'est plus des relations causales, c'est-à-dire si on propose telle politique, à ce moment-là, il va se produire tel effet. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire de façon un peu plus compréhensible. Les images aussi. Les images, ça fait du sens sans passer par le détour discursif, notamment. Les images, ce n'est pas simplement des images, ça peut être des mots aussi qui font image. On retrouve ça beaucoup, en tout cas, dans le contexte des politiques publiques. On trouve ça beaucoup aussi dans le contexte du nouveau management public, où il y a une espèce de novlangue aussi qui est associée, des mots qui font nécessairement image aussi. Je vais commencer avec les idées d'université. Ça, c'est mon raccourci, en fait, que j'utilise très souvent, Les Trois mondes de Mittelstrauss, qui est un auteur allemand qui n'est pas traduit en français. Par contre, il y a plusieurs Français qui le citent dans leurs travaux. À tous les 3-4 ans, je vérifie à savoir si ces travaux ne seraient pas disponibles en français. Donc, c'est des choses qu'il a développées, notamment en 1992, qui ont été reprises dans certains ouvrages sur l'enseignement supérieur à compter de 1995. Ça, je trouve que ça fait image. Donc, 3 mondes qui sont symbolisés par autant de personnalités, sans égard aux époques, et que l'on peut associer aux grandes idées d'université. Donc, dans le monde de Christophe Colomb, l'humain veut découvrir le monde, selon le modèle de l'université libérale sur lequel on va revenir dans quelques instants. Dans le monde de Leibniz, l'humain est l'interprète du monde et veut le rendre intelligible, selon le modèle à ce moment-là de l'université scientifique. Alors que dans le monde de Léonard de Vinci, l'humain est l'artisan d'un monde qu'il veut maîtriser et transformer, donc selon le modèle de l'université actuelle. C'est un peu tout ce qu'on veut faire aussi dans le domaine notamment des humanités. Maîtriser, transformer le monde, en quelque sorte, selon un idéal, selon un modèle. Je travaille beaucoup en recherche-action aussi, avec les populations scolaires plus vulnérables. Donc j'ai l'impression qu'à travers mes travaux de recherche, c'est un peu ça que je veux faire également, maîtriser et transformer le monde, le rendre meilleur jusqu'à un certain point. Donc, ça illustre quand même assez bien cette espèce de notion d'utilitarisme aussi dans l'enseignement supérieur. On peut déplorer à l'occasion, mais à d'autres occasions, on s'en inspire. Puis moi, il m'arrive très, très souvent de m'inspirer d'une forme de vision utilitariste de la recherche pour conduire mes travaux. Je travaille dans un domaine professionnalisant, donc en sciences de l'éducation. Je travaille principalement avec les élèves, avec les écoles, les directions d'établissements. Donc, l'idée de maîtriser, transformer le monde naturel et culturel, ça demeure quand même quelque chose de très présent. L'université libérale, découvrir l'humain, découvrir le monde. Donc, ça exclut d'emblée la recherche. On en a dit quelques mots hier, notamment avec le cardinal Newman, qui déconsidère le savoir immédiatement utile à l'exercice d'une profession. L'université idéale est pour lui éducation de l'esprit formée par une ou plusieurs disciplines que l'étudiant partage avec d'autres et avec ses maîtres, pour être apte à juger toute variété de savoirs nouveaux et par là même tendre vers une authentique appréhension du monde et de l'homme. Je pense que c'est une belle définition de ce que peut être l'université de type libéral. En fait, un programme aussi qu'on retrouvait dans les cours classiques, il y a déjà pas si longtemps au Québec. Ça peut inspirer aussi, en quelque sorte, le tronc commun de nos programmes collégiaux tels qu'ils ont été pensés. Mais en même temps, ça demeure une composante quand même
assez importante de l'université de type libéral notamment, découvrir l'humain, découvrir le monde. On connaît Humboldt, donc l'université scientifique qui lui est associée. Il propose un modèle qui implique la combinaison de l'enseignement et de la recherche, leur autonomie par rapport aux contraintes sociales, la formation par la recherche et la division facultaire. Mais le concept d'autonomie est véritablement central à ce moment-là. C'est la quête désintéressée du savoir et l'élaboration de la science, sans considération d'utilité et sans que l'État, l'Église ou encore la société n'exigent quoi que ce soit en retour. Donc l'idée, comprendre l'humain, comprendre également le monde. En fait, les textes fondateurs de ces deux grandes idées d'université-là sont assez décevants. Hein? Donc, on s'imagine que c'est des sommes, en quelque sorte, des beaux grands livres liés, alors que bien souvent, ce sont des textes très, très succincts. Et même, il me semble, je l'ai lu il y a à peu près une quinzaine d'années, Humboldt, c'est un texte inachevé, en quelque sorte aussi. Donc, mais en même temps, on voit que ça demeure quand même des textes fondateurs. Puis si on veut comprendre un tant soit peu l'enseignement supérieur, passer, en quelque sorte, à travers ces textes fondateurs-là, nous aide un peu mieux à comprendre son évolution. L'université actuelle, donc, ça se réclame de l'héritage de Humboldt au chapitre de son organisation. Ça s'inspire aussi de l'héritage de l'université libérale aussi. Donc, ce qu'on retient, la division facultaire au chapitre de son organisation, peut-être que sur un temps long, c'est quelque chose qui va tendre à disparaître aussi. Donc, actuellement, c'est beaucoup orienté, en tout cas, notre organisation administrative est orientée vers des disciplines, vers les facultés. Mais en même temps, on se rend compte qu'au fil du temps, quand on va faire une communication à l'étranger ou quoi que ce soit, on ne s'intéresse absolument pas à notre unité administrative. Ce qu'on nous demande, c'est à quel centre de recherche tu appartiens. Donc, les centres de recherche qui, généralement, sont orientés vers un objet. Donc, de plus en plus, je pense que les réseaux vont se créer, non pas à partir des disciplines ou des facultés, mais beaucoup plus à partir de l'objet, en quelque sorte. Combinaison de l'enseignement et de la recherche, ça s'en éloigne aussi du modèle humboldtien, ça s'en éloigne en ce qui a trait à la question de l'autonomie. Donc, la recherche universitaire actuelle n'est plus formative au sens humboldtien, qui associe étroitement culture et formation. De plus, la notion d'utilité contribue davantage à associer l'université actuelle à la conception américaine, une conception qui se développe de façon progressive, notamment à compter de 1860 avec la création des universités d'État à vocation professionnelle. Un texte intéressant encore là, décevant quand on le lit, parce que c'est pas très bien écrit. Je l'ai lu en français, ensuite je l'ai relu en anglais en pensant que ça allait être mieux, mais c'est pas le cas nécessairement. C'est Clark Kerr qui a écrit en 1963 sur la multiversity, qui évoque un univers fractionné en de multiples éléments. Donc, c'est un président d'une université californienne. Et la volonté utilitariste. Donc, lui, ce qu'il dit, essentiellement, il observe ce qui se passe dans son campus, dans les campus américains qui se sont développés après la Seconde Guerre mondiale. Puis, il croit, un modèle encore là, un modèle normatif, qu'une université doit être aussi anglaise que possible pour les étudiants de premier cycle, aussi allemande que possible pour les étudiants de cycle supérieur et le personnel de recherche, aussi américaine que possible pour la population, et aussi mélangé que possible pour la préservation donc, de son équilibre et de l'ensemble. Il y a une mission qui m'apparaît intéressante, qu'on retrouve notamment dans les travaux de Whitehead en 1929, qui a été reprise notamment par Claude Lessard du Conseil supérieur de l'éducation lors des États généraux sur l'éducation. Donc, l'université de service public, qui est partie prenante de la société, une université qui est source de progrès, où trois types de professeurs y coexistent en quelque sorte. Donc, les érudits, donc les scolaires, les découvreurs et les inventeurs. C'est une idée qui semblait rejoindre pas mal de gens lors du sommet sur l'enseignement supérieur, mais actuellement, ce qu'on remarque, c'est que le Québec ne dispose pas d'une politique des universités qui soit véritablement explicite de sa vision. Donc là, c'était quand même une vision qui se dégageait, qui pouvait être intéressante. Il n'y a de vent favorable que pour celui ou celle qui sait où il va. Donc, dans ce contexte-là, en l'absence d'une vision, s'impose naturellement ce qu'on pourrait appeler le modèle de l'université entrepreneuriale, une adaptation institutionnelle à un environnement qui est marqué par la globalisation, l'économie du savoir, le retrait de l'État et l'accent mis sur les politiques fondées sur l'innovation, qui est le nouveau buzzword hein, depuis les années 90. Innovation, c'est véritablement le buzzword. Un concept de planification stratégique qui a peut-être évolué un petit peu, où on va
parler de plus en plus d'agilité stratégique qui tend à remplacer donc le concept de planification stratégique. Qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation proactive au marché mondial de l'enseignement supérieur. Si on se réfère au livre de Lacroix Maheu, qui est paru l'année dernière sur les grandes universités de recherche, c'est un peu à ça que ça fait référence, notamment au marché mondial de la réputation universitaire. Puis il va être intéressant de voir, en tout cas comme chercheur, c'est intéressant à l'enseignement supérieur, ce que l'Université de Montréal est en train de faire, sa transformation aussi, pour voir comment tout ça va s'actualiser. Mais en même temps, il utilise le concept d'agilité stratégique, donc une adaptation aux réalités du nouveau marché. Ça va être un observatoire particulièrement intéressant au cours des prochaines années. On a glissé quelques mots aussi sur les théories normatives, sur la nouvelle production des connaissances, c'est-à-dire desquelles on peut s'inspirer, notamment desquelles s'inspirent la plupart des politiques scientifiques, des politiques de la science, de l'innovation, des politiques de l'enseignement supérieur, depuis le milieu des années 90 notamment. Une théorie qui est véritablement plurielle, donc la théorie des systèmes d'innovation qu'on retrouve partout. Il y a plusieurs théories des systèmes d'innovation, mais les modèles ont en commun l'abandon de la conception de l'innovation comme processus individuel indépendant de l'environnement, au profit véritablement d'une conception d'acteurs insérés dans les réseaux d'institutions. Qu'est-ce qui fait frontière à ce moment-là dans ce système-là? Ça peut être un État, par exemple, ou encore ça peut être les éléments qui font système. On pourrait parler des nouvelles technologies de l'information, par exemple, qui constitueraient un système, la pharmaceutique notamment aussi. Donc, il existe encore, du moins théoriquement, un système québécois d'innovation, sauf qu'on l'a retrouvé sur les sites officiels du ministère très, très longtemps. Maintenant, on ne le retrouve plus. Donc, peut-être c'est un modèle qui tend à être dépassé. J'y reviendrai un petit peu plus loin sur le dépassement des principales théories qu'on voit actuellement pour aller vers autre chose, notamment le nouveau management public. Mais ce qu'on voit dans le schéma du système québécois d'innovation, qui a inspiré nos politiques scientifiques, nos politiques actuelles, là, depuis 1995, c'est qu'au centre du système, il y a une entreprise, une organisation québécoise innovante. Et puis, donc, les établissements d'enseignement supérieur, les réseaux, s'inscrivent plutôt à la périphérie, donc, du système. Mode 2, on en a parlé hier, on en parle encore abondamment. Donc, notamment une note de Benoît Godin dans Découvrir du mois d'avril de l'ACFAS qui est intéressante à ce chapitre-là, si vous avez l'occasion d'aller voir ça. La théorie de la triple hélice aussi, dont on a parlé hier, où le moment achevé, en quelque sorte, implique la création d'un environnement où on retrouve des initiatives et des organismes trilatéraux d'innovation, comme les parcs technologiques, les incubateurs d'entreprises. C'est ce qu'on retrouve à l'interface entre ces trois grands environnements-là. C'est basé, en quelque sorte, sur les liens que peuvent entretenir le gouvernement, le monde des affaires, des entreprises, et puis l'université. Un grand référentiel, celui de la République de la science qu'on observait dans les années 60 jusqu'à dans les années 80, où les universités disposent d'un haut degré d'autonomie. Donc, l'évaluation par les pairs, essentiellement sur la base des qualités scientifiques, va conditionner la publication et l'octroi de ressources. Donc, pour devenir citoyen de cette République, les qualifications d'un chercheur doivent être reconnues par ses pairs, alors qu'on est dans un référentiel d'économie du savoir qui repose sur la production, diffusion du savoir, consacre le rôle central de la connaissance dans la croissance, impose la privatisation des connaissances, la logique de concurrence entre les États pour s'approprier la plus grande part du capital savoir. Donc, à ce moment-là, l'évaluation des activités se pratique selon des considérations variées, qualité, toujours, pertinence et efficience, et par des personnes qui ne sont pas nécessairement associées à l'université. Donc, les deux grands modèles, j'ai fait arrêter celui de l'économie du savoir en 2010 parce que, de mon point de vue, on va vers quelque chose d'autre, caractérisé notamment par le partenariat, donc utilitarisme et liberté individuelle, le partenariat université-organisation, la performance comme norme aussi. Donc, formation et recherche contextualisée selon des intérêts variés, une instrumentalisation, donc collaboration, évaluation selon des considérations variées, donc qualité, pertinence, efficience, et le professeur-chercheur comme un agent socio-économique expert au service du système d'innovation, alors qu'auparavant, il était plus vu, comme image en tout cas, comme un savant membre d'une communauté scientifique autonome. On passe au nouveau management public avec les trois légitimités de Weber, donc traditionnelles, qui viennent de la régularité des traditions, donc les monarques, les rois, la légitimité charismatique aussi, qui vient de l'autorité personnelle d'un chef, et la légitimité rationnelle légale, qui vient du respect de la loi. Donc, ça repose sur deux choses, essentiellement l'état de droit,
Donc, État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées, de sorte que sa puissance s'en trouve limitée, et la hiérarchie des normes aussi. Une norme juridique est valide, c'est conforme à une norme supérieure. Donc, si on veut adopter un règlement, il faut qu'il soit conforme aux lois en vigueur puis à la Constitution notamment. Donc, dans ce contexte-là, le modèle bureaucratique d'administration publique, donc traditionnel, weberien, est un idéal type qui n'existe pas dans la réalité, mais qui permet de la comprendre. Donc, le pouvoir d'un administrateur est régi par le principe de la hiérarchie des normes, mais aussi par celui d'impersonnalité des règles qui élimine l'arbitraire dans l'accomplissement de la fonction. Encore une belle définition. Les ouvrages classiques, on les retrouve tous dans l'espace public, les classiques des sciences sociales. Est-ce que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, allez voir. Sans haine et sans passion, de là sans amour et sans enthousiasme, sous la pression des simples concepts du devoir, le fonctionnaire remplit sa fonction sans considération de personne, formellement, de manière égale pour tout le monde. Ils écrivaient bien, les gens, dans ce temps-là. Donc là, on parle de bureaucratie. Les critiques, la trop grande influence des fonctionnaires qui mène à la technocratie, l'impersonnalité des services, l'aliénation des fonctionnaires aussi, engendrée par la pauvreté du travail bureaucratique, lenteur aussi, immobilisme, paperasserie, gaspillage. Les fonctionnaires cherchent à se créer des routines rassurantes aussi, on en a connu dans nos milieux, ce genre de choses-là, à suivre la règle jusqu'à en perdre de vue la fiabilité de leurs actions pour la règle, pour privilégier en quelque sorte la règle. Le mode managérial a aussi une origine lointaine. Donc, Woodrow Wilson, 1887 déjà, en parlait. Mais la première expression du NMP en réaction au mode bureaucratique, donc ça s'observe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avant de s'imposer, particulièrement dans les années 90, mais ça se développe de manière un peu confuse. Mais il y a Hood, qui est un peu l'expert consacré du nouveau management public, qui repère dans les tendances les traits d'un nouveau mode de gestion, donc qui nomme en 91 New Public Management, donc qui est caractérisé par la séparation entre la formulation des politiques, sous la responsabilité des élus, et leur mise en œuvre, qui est assurée par les gestionnaires. Mais également, important, l'adoption des méthodes inspirées du secteur privé. Encore là, il y a plusieurs chercheurs qui observent que le modèle est fondé sur un mélange de principes disparates. Ça ne répond pas aux mêmes objectifs. Donc, on vise à réformer parfois le modèle bureaucratique pour le rendre plus efficace. Il y en a d'autres qui cherchent à nier le rôle de l'État, d'autres à répondre aux besoins du marché, d'autres encore à soutenir l'innovation qui est devenue le vecteur du développement. La surabondance d'outils aussi, qui, dans les systèmes de mesure, contribue à les rendre inefficaces. Le jargon utilisé, on en a parlé abondamment, qui en fait un mouvement quasi religieux. Hein. C'est Hood qui dit ça, notamment l'expert consacré. Considérer les citoyens comme des clients participe aussi à la production politique de l'indifférence à autrui. Ici, les deux modèles mis en parallèle, donc, atteindre des résultats, décentraliser, structurer un réseau, partage des responsabilités, exécution des tâches, clarté, autonomie, recrutement de plus en plus sur le mode de la précarité, promotion, ce qui est visé au mérite et à la performance, contrôle des indicateurs de performance plutôt que des indicateurs de suivi, et axé sur les moyens pour les budgets, plutôt que maintenant, c'est plutôt axé sur les objectifs. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un continuum. Hein? Ce n'est pas des réalités qui s'observent de façon pure, mais en même temps, on sent qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu un mouvement important vers le nouveau management public. Pour ce qui est des universités, est-ce qu'on peut questionner, est-ce que le nouveau management existe dans les universités? Planification stratégique, absolument, on en fait. Ça a changé au fil du temps. Notre prochain plan de développement stratégique à l'UQAR va tenir sur quelques 7-8 pages, alors qu'auparavant, c'était des documents de presque 100 pages. Donc, on parle davantage d'agilité stratégique de plus en plus. Gestion axée sur les résultats, beaucoup. Donc, objectifs, cibles, indicateurs. Reddition de comptes, on en a parlé abondamment. Contractualisation visant l'efficience, assez particulier dans le cas des universités. Vous vous souvenez des contrats de performance des universités au début des années 2000? Ça a été mis de côté, principalement, je pense, parce que le gouvernement n'avait plus le temps de s'en occuper, jusqu'à un certain point, mais c'était dans l'air du temps, c'était véritablement un des principes de la nouvelle gestion publique. Externalisation, privatisation de certains services, vos agents de sécurité, dans les cafétérias également, tout ça, on peut penser à de nombreux autres services qui ont été externalisés au cours des 20 dernières années dans les universités. Généralisation de l'évaluation, on en a parlé. Utilisation des technologies pour communication à l'interne, à l'intranet. Fonction finance, donc équilibre budgétaire, je ne reviens pas là-dessus. On connaît les contraintes qu'on vit actuellement. Notre recteur a fait un discours il y a à peu près 2 semaines, puis c'était tout à fait orienté, presque exclusivement, sur l'équilibre budgétaire.
comptabilité analytique pour comparer les résultats aux prévisions, une fonction marketing aussi, de plus en plus. Donc, on fait un marketing public de nos établissements universitaires, utilisation des technologies de communication à l'externe, de plus en plus efficace aussi. Donc, fonction ressources humaines, réduire des effectifs et de plus en plus une tendance à individualiser les rémunérations et les avantages. Le système scolaire, en conclusion, est tenu donc de participer au nouveau management public et ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une petite recherche empirique sur le terrain avec les directions d'établissement. C'est le modèle de la gestion axée sur les résultats qui s'inspire du nouveau management public qu'on retrouve là. Sur les 8 directions d'établissement d'expérience, il y en a une seule qui est en mesure un peu de savoir de quoi ça retournait tout ça. Mais c'est le vérificateur général du Québec qui confirme que ça ne fonctionne absolument pas. Parce qu'il a observé en 1994 que les cycles de gestion ne sont pas harmonisés, que les conventions de partenariat ne sont pas analysées de manière rigoureuse. En fait, il n'y a personne qui les lit, tout simplement. Donc, il y a ce qu'on appelle une anomalie dans le paradigme. Quand on a une proposition quelconque théorique, puis ça ne correspond plus à la réalité, donc il est peut-être temps de passer à un nouveau paradigme. Puis, de mon point de vue, c'est ce vers quoi on tend actuellement. Donc, le vérificateur général, en des mots très simples, en 2 phrases très simples, dans son rapport de 2014, a démontré en quelque sorte que tout ce qui avait été imposé au système québécois d'éducation primaire secondaire là, depuis 2002-2008, Convention de gestion de réussite éducative, de partenariat, planification stratégique, ça ne peut pas fonctionner, notamment à cause de la hiérarchie des normes. La commission scolaire doit adopter un plan stratégique en adéquation avec celui du ministère. Celui du ministère s'arrête en 2013. Il n'a pas été actualisé depuis. Donc, les commissions scolaires qui font des plans de développement stratégique doivent s'inspirer de quelque chose qui n'existe pas, doivent être conformes avec quelque chose qui n'existe pas. Donc, on voit bien ce qu'on pourrait appeler une anomalie dans le paradigme. Et pour conclure, donc, le NMP influence certes l'université, mais sa généralisation, en quelque sorte, son institutionnalisation, même au travers de certaines lois, consacre son dépassement. Ses limites sont de plus en plus évidentes. On vit une période de transition. Un auteur dont je me réfère beaucoup croit qu'un nouveau référentiel s'impose et conditionnera le référentiel sectoriel, donc qui va tendre à se transformer. L'économie du savoir, le nouveau management public, on est déjà au-delà de ça. Où est-ce qu'on est? On ne le sait pas trop actuellement. Même l'auteur qui a écrit son livre en 2015, qui observe la situation depuis une quarantaine d'années, très certainement, n'est pas en mesure de vraiment définir ce nouveau régime d'action publique-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il va être caractérisé par un État désectorisé, plutôt que l'État managérial actuel, et par un nouveau régime de citoyenneté en réseau, plutôt que ce qu'on appelle maintenant la citoyenneté individuelle. Donc, on est rendu peut-être un peu ailleurs. Puis mon point de vue par rapport à ça, c'est que le futur n'est pas prédéterminé. Un futur, ça se construit solidairement dans des espaces démocratiques, caractérisés par une dialectique de résistance, acceptation de certaines normes, de les transformer aussi à l'aide de ce qu'on pourrait appeler un espace de délibération démocratique aussi, selon certaines règles qui existent. On a vu hier des règles qui existent qui ne sont pas nécessairement respectées ou d'autres qui restent à définir. Je m'arrête là-dessus pour si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean Bernatchez, pour ce bel exposé. Ça met en place les questions essentielles, je pense, qui vont nous occuper encore pendant des années. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ta conclusion, c'est-à-dire cette proposition de Muller. Peux-tu nous expliquer un peu ce qu'il entend et toi-même ce que tu comprends, est-ce que tu entrevois dans ce nouveau régime éventuel et qui serait caractérisé par l'État désectorisé? Je me fais une image, mais j'aimerais mieux t'entendre m'expliquer ce que c'est. Merci. Les préoccupations sont de plus en plus globales, donc ce n'est pas un État qui agit par secteur qui va en quelque sorte résoudre les principaux problèmes auxquels on est confronté. Donc, c'est un peu ça la dynamique autour de ces questions-là. En fait, ce qu'il faut peut-être rendre compte d'un certain nombre de petits points théoriques par rapport à tout ça, il existe des référentiels de secteurs, dans tous les secteurs. On pourrait en trouver dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé l'approche cognitive pour travailler dans le domaine culturel. Muller, il s'est intéressé aux politiques agricoles, il s'est intéressé aux politiques de l'aviation également. Donc, il y a un référentiel global qui influence un référentiel de secteur, et le référentiel de secteur influence le référentiel global. Ça se construit de façon solidaire, en quelque sorte. Donc, l'État managérial, d'une quelque façon,
qui est plus un référentiel, je dirais, global, vient en quelque sorte influencer dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, dans le secteur de l'éducation. Ce qu'on observe au fil du temps, bien, les gens sont lents à réagir aussi par rapport aux changements qui sont proposés, notamment la nouvelle gestion publique dans les écoles, où on a eu à travailler autour de ces concepts-là, du projet scolaire, tout ça. Donc, ça date de 2002, mais ce n'est pas encore très, très bien intégré, pour se rendre compte à ce moment-ci que ça ne fonctionne plus nécessairement. On est déjà rendu ailleurs. Même si dans les lois, on consacre encore, la loi sur l'administration publique de 2000 est encore orientée autour du nouveau management public, de la gestion orientée sur les résultats, de la reddition de comptes. Mais dans les faits, concrètement, dans nos milieux, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a énormément d'anomalies, ce qui explique qu'on s'en va ailleurs. Où on s'en va ailleurs? On est en période de transition. J'ai fait arrêter de façon tout à fait arbitraire. C'est la première fois que je mets une date butoir à l'économie du savoir pour me rendre compte que les modèles dont j'ai fait référence sont un peu usés, en quelque sorte, qui n'expliquent plus la réalité. Puis le texte de Godin, je pense, en rend compte également d'en découvrir du mois d'avril aussi. Donc, ça veut dire en quelque sorte qu'on est rendu ailleurs. Qu'est-ce qui caractérise cet ailleurs? Donc, du point de vue de Muller, qui a écrit son livre au terme de sa carrière, qui a été longue et fructueuse, dit « Je ne suis pas capable de le nommer, je ne suis pas capable de l'interpréter. Ce que je sais très certainement, c'est que ce ne sera pas orienté vers l'État managérial et que ce sera plus orienté vers la citoyenneté individuelle, ce qu'on a longtemps appelé l'individualisme contemporain, à compter des années 80, justement à cause de la citoyenneté en réseau, qui est de plus en plus présente. Et on va devoir aller vers un État qui va gérer non plus de façon très, très sectorielle, mais qui va penser les choses de façon relativement globale. C'est un peu ça l'explication, donc, un État qui verrait les choses autrement qu'actuellement. Donc, une gestion très, très sectorielle. On pourrait les fonctionnaires utilisent beaucoup le terme en silo également, pour penser les choses plutôt de façon systémique, je dirais, plus large, plus globale, avec toutes les interactions aussi que ça commande avec des organisations internationales notamment. Moi, il y a un référentiel qui m'inspire beaucoup, puis je vais avoir l'occasion de le présenter notamment jeudi sur un autre colloque sur l'université. C'est celui des sociétés du savoir de l'UNESCO, qui mise sur le partage, sur la collaboration, sur la science ouverte, sur les paradigmes du partage, qui me semble beaucoup plus inspirant que le modèle actuel qui mise beaucoup sur la privatisation du savoir, la privatisation des connaissances. Puis même des universités très traditionnelles comme les meilleures, en fait, pas les meilleures, les plus prestigieuses, disons, aux États-Unis, sont orientées vers le modèle de la science ouverte aussi, ou un mémo qui a été adressé à leurs professeurs en disant « Maintenant, vous déposez vos trucs dans nos dépôts institutionnels pour qu'ils soient universellement accessibles. » Puis, en quelque sorte, ça contraint les éditeurs à accepter le principe. La plupart des éditeurs acceptent le principe maintenant qu'on puisse les publier ailleurs, mais il y a des périodes, parfois c'est 6 mois où tu ne peux pas le faire ou quoi que ce soit, mais de plus en plus, les éditeurs doivent se conformer à une tendance importante, un mouvement lourd. Moi, je suis plutôt optimiste. En fait, j'ai fait 4 enfants. Moi et ma femme avons fait 4 enfants parce que nous croyons à l'avenir. Je ne suis pas très déterministe, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que l'individu, les communautés, les gens de bonne volonté, en quelque sorte, peuvent faire une grande différence aussi. Puis moi, je pense qu'il s'agit, nous, solidairement, collectivement, de construire ce que pourrait être, en fait, l'université de demain aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Max, ou... Alors, écoutez, merci infiniment pour votre portrait extrêmement éclairant pour des gens qui ne sont pas tout à fait dans le domaine. Je ne suis pas sûre de partager votre analyse à propos du primaire-secondaire. Si vous avez examiné le projet de loi 86, vous avez vu qu'on est dans la quintessence de la nouvelle gestion publique. C'est le ministre qui fixe les cibles, et on s'entend, c'est des cibles de persévérance aux études, ou en tout cas des taux de réussite. Après ça, c'est la commission scolaire qui doit fixer son plan d'engagement, et maintenant, dans le projet éducatif, on est obligé d'adopter les mêmes cibles. Mm-hmm. Donc, pour moi, ce projet de loi 86, on a beaucoup parlé des commissions scolaires, mais le plus épouvantable, c'est vraiment dans toute la partie reddition de comptes, où on est vraiment dans la quintessence, et où le projet de loi 63, qui a transformé toutes les sociétés d'État, bien là, on l'a fait en santé, et là, on le fait en éducation, et ça, cet aspect-là n'a pas vraiment été souligné.
Alors, je trouve que votre... C'est-à-dire la conclusion optimiste. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu l'occasion d'étudier le projet de loi 86, puis ça ne tient pas la route de mon point de vue. Puis effectivement, je ne crois pas que ce soit adopté tel que ça a été proposé, mais ce ne sera pas des arguments de bonne foi qui vont les convaincre. Ça va être le vérificateur général qui va dire « Vous n'avez pas la capacité de faire le suivi de la reddition de comptes que vous exigez. » Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Puis dans le rapport, Champoux-Lesage était tout à fait indiqué qu'il était absolument incapable. Alors, pourquoi autant de suivi? Mais ma question n'était pas vraiment là. Ma question était, vous parlez à la fin, puis vraiment, c'est de la musique à mes oreilles, c'est tout l'espace démocratique, de résistance, de délibération. Alors, comment vous voyez ça dans les universités? Parce que j'avoue qu'on est un peu rendu là, OK, concrètement. Là. Ouais. Alors, comment on peut développer? Quel type de modèle voyez-vous? Alors, je vous demande la recette. Oui, non, ben, il n'y en a pas de recette, malheureusement. Deux choses, peut-être, que j'ai fait plus récemment, avec une collègue qui a travaillé sur ces questions-là aussi. J'ai été un des membres fondateurs de l'association Sciences et Biens communs, qui milite pour une science au service du bien commun, notamment. D'un deuxième temps, mon recteur va construire son premier plan stratégique depuis, c'est son premier qu'il fait. Il m'a demandé, en quelque sorte, de l'assister avec d'autres personnes autour d'un certain nombre d'idées. J'ai coutume de dire que je suis une personne de peu d'idées. C'est les mêmes idées que je développe depuis des années, mais en même temps, je vais essayer de faire la promotion de ce qu'on pourrait appeler la science ouverte. Et puis une étude aussi, la revue Globe, qui est parue il y a 2 semaines, un numéro spécial sur les sociétés du savoir aussi, auquel des collègues ici ont collaboré, notamment. Où j'en venais là-dessus? Donc, bon, j'ai perdu. Pardon? Ah, oui, ben, c'est-à-dire autour du modèle des sociétés du savoir, notamment. Donc, le principe de la science ouverte. Oui, dans un numéro de la revue, il y a une collègue de l'Université Laval qui a analysé 875 unités de recherche au Québec pour mesurer jusqu'à quel point ils pratiquaient la science ouverte selon un certain nombre d'indicateurs, pour se rendre compte que l'Université du Québec à Rimouski était celle qui le pratiquait le plus. C'est plus interdisciplinaire, il y a un rayonnement plus grand à l'intérieur de sa communauté, tout ça. Donc, j'ai envoyé le texte à mon recteur en essayant de le convaincre. On devrait s'orienter vers ce modèle-là de la science ouverte. L'Université de Liège en Belgique, le recteur qui fait en sorte que, de faire en sorte que les réalisations de tous ces professeurs figurent dans Orbis, qui est le dépôt institutionnel. Donc, ce que tous les professeurs font, on peut les retrouver universellement disponibles. Donc, encore là, ça pourrait être une idée porteuse aussi. Et tout le monde a des dépôts institutionnels, mais si on regarde, c'est variable selon l'université. Il n'y a personne qui est invité. En fait, tout le monde est invité à le déposer, mais on ne donne pas nécessairement de facilité. S'il y avait des instances qui disaient « Envoie-nous ton texte, on va le mettre en forme, on va faire en sorte qu'il soit beau quand on va le déposer sur le dépôt institutionnel », ça pourrait faire en sorte que ce savoir-là serait plus universellement accessible. J'ai collaboré aussi avec des chercheurs un petit peu partout en Afrique pour me rendre compte naïvement qu'ils n'avaient pas accès aux textes auxquels on a accès. Moi, je téléchargeais des trucs en PDF, puis je leur envoyais par courriel parce qu'ils n'avaient pas accès à des trucs qui concernaient leur propre pays sur des enjeux sur lesquels ils travaillaient, mais qui n'avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas abonnés à ces bases de données-là. Donc, il y a un travail à faire aussi au niveau de l'édition. On avait un collègue bibliothécaire, d'ailleurs, hier, qui est sûrement très, très sensible à tous ces enjeux-là. Puis, d'ailleurs, qui ont été des précurseurs avec les différentes déclarations dans les années 90. Bien souvent, c'est les gens des bibliothèques qui se trouvaient confrontés à ne plus pouvoir acheter de trucs pour leurs professeurs, puis en constatant que c'était leurs professeurs qui écrivaient ces trucs-là auxquels ils n'avaient pas eux-mêmes accès. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment un mouvement important à faire au niveau plus global, plus mondial. Peut-être une petite dernière question rapide. Oui, j'ai adoré. Gabrielle Saint-Yves, UQAC, Comité École et Société aussi. J'aimerais simplement ajouter une petite information par rapport au dépôt institutionnel et vous dire que maintenant, à l'UQAC, il y a un accompagnement qui se fait et on nous a justement informés lors d'une réunion. Alors, chaque personne est accompagnée. Par contre, j'aimerais parler d'un système à 2 vitesses. Alors, si vous êtes chargé de cours comme moi, peu importe que vous soyez diplômé avec des doctorats ou des postdocs ou ayant fait beaucoup de recherches, les critères ne sont pas les mêmes. Alors, j'aimerais qu'on soit solidaires et que, justement, on passe à cette ouverture d'esprit et permettre
permettre aux chargés cours aussi de déposer, tout comme les professeurs sont capables de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette dichotomie et asymétrie que je trouve inacceptable. Voilà. Merci. La région de Chicoutimi, d'ailleurs, avec les classiques des sciences sociales, qui a été également un pionnier, donc rendre disponible. Il y a beaucoup de Français qui ne connaissaient pas ça, puis maintenant qui vont systématiquement. Là. Si vous avez besoin d'une référence à Weber ou à des philosophes ou quoi que ce soit, passez par les classiques des sciences sociales, c'est vraiment exceptionnel. Plein de bénévoles, donc, qui sont investis depuis une vingtaine d'années pour rendre ça disponible. Merci.